Alors, effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on sait que les priorités de remboursement en matière de santé, il y a l'aspect scientifique, l'aspect médical, mais il y a aussi l'aspect pharmacoéconomique. Et qui dit pharmacoéconomie dit coût. Et chaque pathologie, normalement, il a un fardeau médical, mais il a aussi un fardeau économique. On va voir ce qui est fait en matière de sclérose en plaques un peu dans le monde, quoique dans les pays de l'Afrique du Nord et un peu moins les pays MENA en général, il y a peu d'études. On a essayé de faire une étude sur 100 patients pour voir quels sont les coûts directs et les coûts indirects de cette pathologie dans notre contexte. Donc, comme vous le savez très bien, la sclérose en plaques, c'est quand même une pathologie qui donne beaucoup d'handicap. C'est une des causes majeures d'handicap non traumatiques de la population jeune. Et la prévalence, on est bien sûr, comme vous le savez, dans des pays de prévalence moyenne. Et c'est important parce que les politiques d'attribution pour considérer un fardeau, c'est tout ce qui est épidémiologie, ça veut dire prévalence, incidence, mais aussi d'autres notions qui sont intéressantes, et notamment cette notion de DALYS, c'est important parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies qui sont mortelles, il y a d'autres maladies qui ne sont pas mortelles, mais entraînent de l'handicap. Et c'est très difficile parfois de mesurer en un seul indicateur à la fois la mortalité et l'handicap généré, et c'est le cas de cet indice qui est fort intéressant, en tout cas en matière de sclérose en plaques, et vous allez voir que dans les différentes études, c'est cet indice qui sort. Alors c'est un indice qu'on appelle le DALYS, c'est finalement l'association des années perdues, parce qu'il y a une mortalité, par exemple, l'espérance de vie d'une population est de 80 ans, si la maladie tue à 60 ans, ça veut dire déjà ils sont amputés de 20 ans, et puis dans les années vécues, il y a de l'handicap, et il y a un facteur de pondération de handicap par rapport aux années vécues, et ça donne un indice qui permet un petit peu de mesurer et la mortalité et la vie avec handicap en un seul facteur qui représente finalement le fardeau d'un point de vue mortalité et handicap lié à une maladie. Vous savez que la sclérose en plaques, généralement l'espérance de vie est réduite de quelques années, mais généralement les patients peuvent vivre jusqu'à 15 ans, 20 ans avec un handicap plus ou moins modéré à sévère. Donc c'est important cette notion de la retenir. Alors, qu'appelle-t-on des coûts? Généralement, les coûts d'une maladie, il y a des coûts directs et des coûts indirects. On va les détailler, comment les calculer. Et puis, je vais vous montrer que finalement, les coûts directs, c'est essentiellement les traitements de fond initialement, alors que avec l'évolution de la maladie, c'est plutôt les coûts indirects qui prennent le dessus, liés en grande partie à l'handicap cumulé. Le coût des traitements innovants est très important. C'est un vrai frein pour le remboursement initialement, mais on va voir que sur des modèles pharmacoéconomiques, les traitements innovants peuvent être utiles à moyen et long terme pour récupérer des choses qu'on pourrait perdre initialement. Alors, qu'est-ce que je vais faire au cours de cette présentation? Je vais vous parler un petit peu du coût de la sclérose en plaques dans une série hospitalière. Donc, il faut tout ce que vous allez entendre, il faut toujours le relier au caractère hospitalier. Donc, ça n'est pas représentatif à 100% de la sclérose en plaques au Maroc. Et puis, je vais essayer comment on a évalué une autre notion qu'on appelle les QLIS, ça veut dire la qualité de vie liée à la sclérose en plaques, en prenant en considération d'autres indices intéressants. Et puis, je vais donner quelques réflexions qui me paraissent pertinentes pour réfléchir la façon avec laquelle la prise en charge de la sclérose en plaques pourrait être faite. Alors, comme vous le savez, il y a un atlas normalement de la sclérose en plaques qui sort, je pense, chaque 10 ans. On est un pays à prévalence modérée. Alors là, vous allez voir, par exemple, les grandes études qui mesurent un petit peu le fardeau des maladies neurologiques. Ce qui est utilisé, c'est toujours cette notion. Par exemple, si on veut voir quel est le fardeau des maladies neurologiques en général, par exemple au Maroc, on peut dire sur ce chiffre qui est de 100 255, ça veut dire que au Maroc, les maladies neurologiques, ils coûtent à la population marocaine 1355 années de vie en bonne santé par 100 000 habitants. Donc c'est un vrai fardeau qui permet de mesurer
Les années en bonne santé, ça veut dire soit qu'il y a une mortalité, soit on vit avec handicap. Et donc, ça permet vraiment de voir globalement les maladies neurologiques à travers les pays, quel est le fardeau. Alors, si on prend bien sûr la sclérose en plaques, on vient en 8e position par rapport au pays MENA. C'est-à-dire que la sclérose en plaques représente le 8e au Maroc. C'est pas le 8e fardeau au Maroc, mais par rapport aux 20 pays MENA, on est en 8e position. Par exemple, si on voit par exemple ici, par exemple, on voit sclérose en plaques. Le Yémen, c'est un fardeau qui est peu important, peut-être parce que la maladie elle est peu fréquente, ou peut-être parce qu'il n'est pas diagnostiqué. Alors que dans d'autres endroits, par exemple tels que l'Iran, il est en première position parce qu'il semble que cette maladie est de plus en plus fréquente de façon très importante en Iran. Et ça devient un vrai fardeau et ça représente parmi les pays, la sclérose en plaques, c'est elle qui donne le premier fardeau en Iran, alors que nous, on est en 8e position. Ça permet un petit peu de se positionner. Alors, si on avance un petit peu, par rapport à la sclérose en plaques, on peut mesurer la sclérose en plaques, quel est le fardeau par ces DALYs, ça veut dire mortalité, plus vie en handicap par rapport aux autres pays. Bien sûr, la sclérose en plaques reste loin quand même des AVC ou de la maladie des AVC, c'est à la fois mortel et handicapant. Et on voit que c'est à peu près 10 fois ce que représente la sclérose en plaques. Mais la sclérose en plaques, ce qu'il représente, c'est quand même très substantiel et important. Là, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui augmente sur tous les aspects. En Iran, un peu bizarre. Au Maroc aussi, il augmente de façon régulière, cette maladie. Alors, comment on mesure ces coûts? Alors, les coûts, il y a 3 types de coûts. Et les coûts directs sont liés. Les coûts directs, il y en a 2. Il y a les coûts directs médicaux, sont liés aux visites médicales, à tout ce qui est réhabilitation, à l'imagerie, aux thérapeutiques, tout ça, c'est des coûts directs médicaux. Et puis, il y a des coûts directs non médicaux. Ils sont là. C'est tout ce qui est, par exemple, aide, tout ce qui est, par exemple, les professionnels qui vont aider le patient, par exemple, chez lui, tout ce qui est, par exemple, les béquilles ou parfois même des systèmes motorisés, ça veut dire des systèmes de coûts directs, mais non directement liés à des soins. Et puis, les coûts indirects, c'est intéressant, c'est la perte de productivité, la perte d'opportunité. Pour le patient qui va perdre son travail, il va avoir des arrêts de travail, soit de courte durée, soit de longue durée, voire même il va partir en retraite anticipée. Et tout ce qui est aussi aidant, qui va aider, il va perdre l'opportunité d'avoir, bien sûr, d'autres aspects. Tout ça pourrait être calculé. Alors, vous allez voir qu'il y a une notion aussi intéressante, ce qu'on appelle le présentéisme. C'est le fait d'être présent, mais pas productif. C'est aussi, bien sûr, un coût qu'on peut mesurer avec des indices assez. Il y a d'autres coûts difficiles à monétiser, ce qu'on appelle les coûts intangibles. C'est par exemple de vivre avec une fatigue extrême. On peut pas exactement le monétiser, et pourtant c'est un coût qu'on pourrait aussi introduire dans la réflexion. Alors, sur cette expérience locale, donc les 100 premiers patients consécutifs, l'âge moyen, 37 ans, durée moyenne, EDSS moyen, là on voit un petit peu la représentation AMO, CNOPS, AMO, Tadamon, CNOPS, CNSS, les assurances privées 100, et puis un petit peu la répartition du revenu, du niveau scolaire. Et puis, alors, qu'est-ce que ça donne? Comment on a évalué ces coûts? Les coûts directs, on a calculé les coûts des traitements de fonds, on a calculé le coût de consultation, d'IRM, d'hospitalisation, les coûts directs non médicaux, on a essayé de calculer le transport, le matériel médical, les cannes, etc. Les coûts indirects, ça veut dire la productivité qui a été diminuée de par la maladie. Donc, on a pris le salaire actuel, moins le salaire ancien avant la maladie, moins le salaire actuel, fois le nombre de mois pour avoir un petit peu qu'est-ce qu'il a perdu le patient en matière de salaire de par sa maladie. Et on a fait la même chose un petit peu chez les dents. Et bien sûr, il y a des modèles qui permettent de calculer cela. On a suivi un petit peu les modèles qui sont décrits sur le plan pharmaco-économique pour voir tous ces aspects. Alors, les données thérapeutiques dans notre série, vous allez voir beaucoup de natalizumab, par exemple, par rapport à l'interféron, parce que c'est une série hospitalière, ça ne représente pas exactement ce qui se passe chez la sclérose en plaques. Je vous montre un petit peu la difficulté, bien sûr, toujours ces choses qui vont beaucoup sortir, la difficulté de remboursement avec une médiane quand même de 157
comme médiane, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. Aussi, on a eu des cas de retard de perfusion moyen de 240 jours, et là, c'est des choses qui vont se répéter fréquemment. Alors, qu'est-ce que ça donne, les coûts? Alors, les coûts directs, dans 70%, c'est les traitements de fond. On est tout à fait d'accord parce que les traitements de fond coûtent beaucoup. Alors que les coûts directs non médicaux, par exemple, tout ce qui est rééducation, etc., les patients font peu de rééducation, donc c'est très biaisé. Donc ça peut pas donner de vrais coûts réels parce que tout simplement, les gens n'ont pas les moyens pour aller faire et augmenter, bien sûr, le coût de ce genre d'aspect. Alors là, le coût estimé à 57 000 dirhams par an, le coût moyen de la sclérose en plaques comme coût direct. Mais ça peut aller, bien sûr, à plus de 170 000 dirhams dans des thérapeutiques, bien sûr, coûteuses. Ça peut être beaucoup plus important. Alors là, par exemple, notre cohorte, sur 10 ans, ça a coûté 34 millions de dirhams sur les 10 ans pour les 100 patients. On comptabilise le coût direct induit par les DMT et les coûts directs médicaux. Alors, on a vu un petit peu les coûts indirects, c'est ce que j'ai dit. Le transport, ça représente 50%, alors que par exemple, les équipements de mobilité, c'est très peu, hein, les équipements de mobilité. Retenez, 473 dirhams par an, parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter, alors que normalement, dans un État qui prend en charge l'handicap, c'est l'État qui paye ce genre de choses. Donc, il prend ça en considération dans le calcul des coûts pour pouvoir rembourser correctement les traitements de fond qui sont coûteux. Alors, on a calculé un petit peu les coûts indirects. Là, c'est sur, par exemple, on voit que l'aide annuelle en moyenne, c'est 744 heures que consacre l'aidant pour le patient. Et donc, tout cela, ça génère, bien sûr, parfois des divorces, rarement, mais des interruptions de travail, etc., dans le 1/3 des cas. Aussi, on a calculé ces coûts de productivité avec le coût d'opportunité de patient, c'est-à-dire combien le patient a perdu, combien l'aidant a perdu, combien le coût de présentéisme. Et là, vous allez voir un diagramme, mais bien sûr, tout cela, il faut le prendre comme étant des pourcentages, mais difficiles comme des chiffres parce que c'est très biaisé par le fait que le PIB des Marocains, il y a beaucoup d'informels pour pouvoir un petit peu le calculer au détail près. On a aussi évalué la qualité de vie par ce QLI et on a trouvé que les Marocains qui ont une sclérose en plaques, ils vivent à 63%, ils estiment que leur état, il est à 63% d'un état de santé parfait, avec parfois des chiffres qui sont négatifs, parce que certains patients pensent que la mort est mieux que de vivre, parce que l'état d'excellente qualité de vie, c'est jusqu'à 1, le décès, c'est 0, mais on peut avoir des chiffres négatifs chez certains patients. On pense, et pourtant, on a une qualité de vie qui ressemble aux Européens, un petit peu bizarrement, alors que chez les Brésiliens, la qualité de vie, c'est encore moindre pour plusieurs raisons, parce que la qualité de vie, il n'y a pas que l'aspect handicap, il y a aussi l'aspect culturel et comment les gens voient un petit peu, les Marocains pensent vivre l'handicap de façon plus ou moins acceptable, ce qui explique parfois ce déphasage qui n'est pas toujours en parallélisme avec l'importance de l'handicap. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est peut-être le résultat le plus important. Si on calcule les coûts directs, c'est ça représente à peu près 45%, c'est surtout les traitements de fond. Les coûts indirects, c'est tout ce qui est lié aux séquelles de l'handicap, c'est-à-dire la perte d'opportunité de patient, la perte d'opportunité de l'aidant et tout ce qui est présentéisme et absentéisme, c'est quand même 50%. On a essayé de corréler cela à l'EDSS. On voit clairement que chaque fois que l'EDSS augmente, les coûts directs deviennent moins importants parce qu'on donne moins de traitements de fond, alors que les coûts indirects de perte de productivité deviennent beaucoup plus importants. Alors ce schéma nous amène à dire, est-ce que finalement le fait d'investir dans des coûts directs avec des DMT efficaces qui vont par conséquence réduire l'handicap et on pourrait avoir une sorte de retour sur investissement sur l'autre aspect de la réduction de l'handicap avec tous les aspects qui vont avec. Pourquoi pas? C'est peut-être ça serait la discussion qu'on va entreprendre par la suite. Alors, je pars rapidement juste là parce qu'il y a pas mal d'études qui ont démontré ce concept que je suis en train de dire, que les traitements hautement actifs pourrait être intéressante à moyen long terme. Il ne faut pas voir le coût dans l'immédiat, mais plutôt le coût à moyen long terme pour essayer de réduire les coûts liés à l'handicap qui va arriver par la suite. Alors, le problème, et j'ai un point qui est important parce qu'on a essayé de voir, est-ce que dans un modèle comme ça au Maroc, le fait
est-ce que le fait d'avoir des traitements hautement actifs par rapport à leur coût va réduire, le fait de réduire l'handicap, on aura une diminution des coûts indirects? C'est très difficile de le dire parce que tout simplement, les coûts indirects chez nous, ils sont très supportés par la famille. Et du coup, on a beaucoup de soutien familial, beaucoup de choses informelles qui font que c'est difficile de budgétiser et de mettre un modèle économique qui permet de voir s'il y a un retour sur investissement. C'est pourquoi j'ai essayé peut-être de discuter plus qu'un modèle plutôt clinique et social, en tout cas dans des pays comme les nôtres. Il ne faut pas qu'on voie un petit peu seulement les thérapeutiques comme étant des choses coûteuses. C'est très difficile pour qu'un médecin, devant un patient, il veut prescrire un médicament, il ne pourra pas toujours avoir ce raisonnement économique et pourrait à terme ne pas être intéressant. Voilà, donc le fardeau de la sclérose en plaques au Maroc, c'est pas seulement médical, mais il est aussi économique et social. Et puis, dans tous les pays du monde, les DMT sont ça donne une charge très importante initialement, c'est partout au monde, et que avec l'évolution, c'est plutôt l'handicap et les coûts indirects qui prennent le dessus, qui deviennent plus coûteux que les traitements directs initialement qu'on trouve au début de la maladie. Et puis, bien sûr, dans notre contexte, c'est très difficile de bien mesurer les coûts indirects pour les raisons que j'ai données. Et voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu de comprendre cet aspect pharmaco-économique pour voir aussi comment les décideurs décident parfois, mais aussi peut-être aussi pour que les décideurs comprennent qu'on ne peut pas toujours adapter ce type de modèle dans notre contexte, dans la mesure où, même si on réduit les coûts indirects, ça veut pas dire qu'on va améliorer la situation d'un point de vue purement budgétaire. Voilà, je vous remercie.